C'est difficile de se dire qu'on a attendu 3 ans pour cette nouvelle saison et qu'elle est déjà terminée. Arcane saison 2, partie 3, épisode 7, 8 et 9. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la série Arcane, ça fait bizarre de dire ça, ne regardez pas cette vidéo tout de suite, allez finir la série et revenez après, car on va tout spoiler à partir de maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogue streaming au monde et je vais vous mettre dans le commentaire épinglé et la description plusieurs liens pour que vous trouviez à chaque fois dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, tout simplement, États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, peu importe pour la VOSTFR et même la VF. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau film La Planète des Singes, vous avez Alien Romulus qui débarque ce mois-ci, vous avez Deadpool et Wolverine déjà disponible et de même pour Vice Versa 2. Sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max sans aucun problème. Vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Maxine, vous avez Furiosa et même Le Garçon et le Héron. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos ou même les écouter en mode podcast. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à SaBorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'adore retrouver Echo qu'on avait perdu durant quelques épisodes pour la simple et bonne raison qu'il est dans un nouveau monde, il prend donc le corps de quelqu'un, tu sens qu'il se réveille dans un corps qu'il ne connaît pas, dans un monde qu'il ne connaît pas forcément non plus, et le problème qu'a Echo ici, c'est qu'il sait d'où il vient, et il voit que le monde dans lequel il est actuellement n'est pas le sien. Oui, il reconnaît plein de gens, Jinx, les gens qui ont souffert, qui sont morts, qui sont bel et bien vivants ici, il voit un monde beau, coloré, avec des lueurs absolument magnifiques à droite à gauche, il a des amis scientifiques qui sont là pour lui, ils font ce qu'ils ont toujours voulu faire, de la science, sauver le monde, changer le monde même de manière générale. Et même si lui a des flashs et des visions du monde passé, il est en théorie fatalement dans le monde qu'il a toujours voulu avoir. C'est ça qui est dur pour ce personnage-là et qui est intéressant en tant qu'œuvre, c'est qu'en théorie, il se battait pour ça, cet univers-là. Le professeur qui est là depuis des années n'a pas essayé de revenir en arrière car lui a assumé son bonheur ici et il vit la vie de rêve que Echo devrait vivre aussi, en théorie. Même la musique est là pour te symboliser que tout va bien et que ce monde est beau. Oui, il n'est pas parfait, il y a des gens comme Vi qui sont décédés et des choses comme ça, bien sûr, mais fatalement, il comprend qu'est-ce qui s'est passé de différent dans ce monde, il n'y a pas la technologie X-Tech qui a été inventée, tout est là pour le convaincre de rester, t'as l'impression que c'est Noël, t'as une musique mélodieuse, magnifique, et c'est là que va résider l'émotion, c'est qu'il va convaincre Jinx de l'aider à quitter ce monde en essayant de l'attirer par rapport à ce qu'elle voulait faire à la base, mais pour ses propres intérêts, il n'y a rien qui est fait pour elle en soi, et je suis content parce que pour une fois qu'on a un montage avec une musique instrumentale, normalement ce genre de passage il aurait passé avec une musique chantée. Dans les deux cas, ça aurait été ok, mais ça fait plaisir de changer un petit peu. Et le conflit émotionnel, il est là. Il recrée la technologie pour quitter cette dimension. En ayant réussi à convaincre des gens de l'aider, il débloque justement cette capacité à voyager dans le temps, limitée à 4 secondes, qui est bien montrée par son ami qui explose, qui est quand même assez crade au final. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avant de retourner à la guerre, il décide de profiter d'un dernier moment de bonheur sur cette chanson justement de Stromae. Un dernier moment saccadé d'ailleurs, comme si c'était un moment hors du temps. Et vu que le temps est saccadé dans l'animation, ça montre aussi cette envie de rester éternellement dans ce moment-là, parce que c'est exactement de ce qu'il rêvait toute sa vie. Mais malheureusement, il doit s'en aller grâce au sacrifice de son ami et mentor, d'où l'émotion aussi. Lui était parfaitement heureux ici et il décide comme de sacrifier pour un homme qui risque de mourir en retournant dans le dimension, mais au moins le vrai Echo reste là et on sait que sa dimension sera saine et sauve. Et pendant ce temps, en parallèle, dans le même épisode, Jace est en train de souffrir. Il est en train de vivre l'apocalypse la plus horrible, le mec est dans Bloodborne. Au début, tu penses que c'est les répercussions de l'explosion qu'il a causé dans le précédent épisode, mais pas du tout. C'est le monde dans lequel il a
a voyagé. Pour lui, c'est l'avenir, ou en tout cas la dimension dans laquelle Victor gagne. Il y a un côté un peu destruction de masse avec ces statues figées en mode Pompéi et les cendres qui tombent. Jace qui est coincé ici dans ce monde contaminé et malade, qui le contamine lui aussi. Il voit même un messie ténébreux dans lequel il se reconnaît grâce à des plans comme celui-ci. Et j'adore la transition qu'il y a entre son monde à lui et le monde de Echo, qui est joyeux, qui est plaisant, et lui qui vit genre le pire moment de sa vie, de son existence, et qui nous fait comprendre ses motivations de ce qu'il a fait dans l'épisode 6. Et c'est la force de ces parallèles-là qui marche bien dans l'épisode. Et ces moments et émotions aussi où son mentor regrette de ne pas avoir été assez là pour lui. Mais justement, être dans ce monde contaminé, malade, où il y a des gens qui sont vraisemblablement encore vivants, même s'il frôle la folie, il a trouvé son objectif et son destin. Et c'est justement une sorte de Victor du futur, ou une sorte d'entité cosmique messianique qui est représentée ici de manière presque biblique, qui l'aide à remonter dans le temps, parce que Victor lui-même se rend compte des erreurs qu'il a faites, et il doit pousser Jace à l'arrêter. Et c'est ça que j'ai adoré dans cet épisode 7, c'est donc la contradiction entre les deux mondes, le parallèle qui est dressé, le côté pour une fois très peu stylisé de l'épisode, il y a très peu d'artifices visuels, c'est vraiment lugubre, triste. Dans les deux univers c'est triste, mais différemment évidemment, et j'ai trouvé super cet épisode, peut-être l'un des meilleurs de la série tout court. Et j'ai remarqué en commençant l'épisode 8 qu'il n'y avait pas du tout de musique dans l'épisode 7, en tout cas au début, parce que le 8ème ne commence pas en musique non plus, et tu comprends déjà les enjeux. Tu vois, Jace va rediscuter avec Victor, Victor qui est devenu cette figure métaphysique, il se rapproche d'une sorte de singularité, t'as l'impression, et justement ces deux épisodes-là, il n'y a quasiment aucun moment pop-rock, c'est juste la dépression et le calme avant la tempête. Ils ont joué la case hyper sérieux et c'est animé de manière très lugubre, sans aucun truc visuel marquant. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus d'action, ou presque, dans ces épisodes-là, parce que j'imagine ils économisaient pour le dernier épisode, qui est, je crois, le plus long de la série et celui qui a le plus d'action. Mais j'aime beaucoup l'idée que lui devient une sorte de nouveau leader, pour pas dire un messie qui a vu l'avenir et qui sait comment l'arrêter. Je suis moins fan de la confrontation entre guillemets qu'il a avec Mel, vu leur passif, on s'attendait peut-être un peu plus, mais non, fatalement, ils n'auront jamais le droit à cette vraie confrontation ou vrais adieux. Mel, je suis pas spécialement fan de son intrigue, dans le sens où oui, on a compris l'histoire de Black Rose, on a compris l'idée de la magie, mais je trouve que lui donner ces pouvoirs-là à l'épisode 8, pour moi, il y a juste cette impression qu'ils veulent faire un spin-off sur elle et cet univers-là plus qu'autre chose. Donc il fallait qu'ils mettent cette intrigue-là pour faire d'autres séries par la suite. C'est pas que ça, hein, je précise, mais vu qu'ils sont allés tellement vite sur son intrigue, j'ai trouvé son arc pas assez développé, pas assez satisfaisant, et j'ai l'impression que la série met juste en place des choses pour l'univers plus que pour cette série-là. Là où par rapport à Victor, il y avait ce truc clairement biblique de sa mort, sa résurrection et sa progression pour devenir cette entité angélique, presque, c'était bien fait. Là où Mel, je trouve que c'était beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bien fait. Et c'est là que tu comprends aussi les motivations de Victor, qui veut rendre le monde parfait, arrêter la souffrance, la douleur, mais ça veut dire évidemment rendre tout le monde esclave de son pouvoir, ce qui n'est pas possible en tant qu'humain. Et j'aime bien cette excuse de l'évolution, qui est la prochaine étape de l'être humain, parce que c'est un truc qui est souvent utilisé, l'argument biologique, en disant voilà, il faut qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes biologiquement, et c'est souvent une excuse pour un génocide. Et justement, cette perte d'humanité et le fait qu'il faut l'arrêter quoi qu'il arrive est symbolisé par Young, qui s'en va justement de cet esprit cosmique qu'il avait. Toujours un petit peu déçu d'Ambessa, j'ai du mal à comprendre ses motivations. L'idée de faire alliance avec Victor pour prendre le pouvoir, pour moi, me semble pas assez logique. Peut-être c'est ça la critique qu'il faut lui faire aussi. Elle est peut-être aveuglée par le pouvoir, mais on dirait pas ce genre de personne. J'ai un peu du mal à croire qu'elle est aussi naïve, mais bon, à la limite, ça devient au moins l'une des vraies méchantes de la série. J'aime bien aussi l'idée de voir les souvenirs du monstre disparaître et la manière dont ils vont l'utiliser pour la suite. Toujours déçu de l'intrigue de Caitlyn qui a été vraiment mal utilisée. Ils ont vraiment pas du tout abordé le fait que c'est devenu une dictateur et ça a été vraiment balayé comme ça, honnêtement. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est non pas de se rebeller contre Ambessa, ce qui est la chose logique à faire, mais de vouloir capturer Jinx, qui les a aidés. Alors oui, ça reste une terroriste et des choses comme ça, elle essaie de se raccrocher justement à cette quête de Jinx, mais j'ai trouvé son intrigue généralement plutôt ratée dans cette saison 2. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses intéressantes à faire avec elle. Elle est en opposition à Vi qui, elle, veut sauver Jinx, qui essaie de lui expliquer la rédemption, qui essaie de lui dire ok, elle mérite une seconde chance. D'ailleurs, elle se retrouve emprisonnée par naïveté en voulant la sauver, mais Jinx a abandonné. Jinx est triste, Jinx est déprimée, on en parle dans quelques secondes. Mais ce que j'aime beaucoup avec Vi, c'est surtout la maturité qu'ils ont eu par rapport à la relation avec Caitlyn. Caitlyn qui essaie de s'excuser du fait qu'elle a vu quelqu'un d'autre, Vi qui s'en fout, voilà, des personnes matures. Et la scène de sexe qu'ils ont évidemment pas osé montrer, c'est normal, mais ils sont allés suffisamment loin, je trouve. On est à un début de CUNY, quoi, pour vous dire, mais en même temps, ils ont pas montré de ça, donc je trouve que c'est un bon équilibre qui montre un peu de tendresse et de maturité dans un moment qui était nécessaire, et ça faisait un peu adieu. Juste après ce moment-là, t'as l'impression que les deux allaient mourir dans le prochain épisode. Et justement, c'est là que Jinx est intéressante, c'est qu'elle est emprisonnée, c'est qu'elle a perdu tout espoir, elle a un vrai chagrin par rapport à ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Il y a d'ailleurs deux scènes dans l'épisode où on la voit avec des cheveux en mode méduse, dans l'épisode 8 et ensuite dans l'épisode 9, c'est pas pour rien. Mais le fait qu'elle veuille abandonner et se sacrifier via l'intervention de Silco est pour moi l'une des forces justement de cet épisode et de cet arc, qui pour moi pour le coup est vraiment réussi. Jinx dans cette saison 2 était au top. Et encore une fois, cet épisode 8 a très peu de musique comparé
comparé au précédent épisode parce qu'encore une fois, il joue le truc un peu calme avant la tempête. Mais ce qui est intéressant, c'est l'épisode 9, l'épisode final, le plus long, l'épisode d'action, et c'est là que je suis un peu mitigé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'aime. Le fait qu'il commence en musique et tu dis ok, ça sera l'énergie d'Arcane en mode pop rock, mais durant la guerre. J'aime beaucoup la relation entre Echo et Jinx, avec Echo qui remonte dans le temps plein de fois pour essayer de la sauver et empêcher son suicide, et je trouve que c'est assez touchant et beau. Jinx qui devient évidemment cette vraie leader. Hein. Mais le calme avant la tempête de cet épisode-là est très court parce que justement ils sont en train de débattre sur la guerre et ensuite t'as un flash de guerre avec Vi qui se bat et tu dis ok bah la guerre va commencer, c'est juste un flash pour expliquer un plan et des choses comme ça. Et non, ça a commencé tu vois. Et je trouve qu'ils ont mal géré le build-up à la guerre. Alors oui, il y a plein d'épisodes avant qui en parlent et tout, enfin les deux précédents en tout cas, mais je trouve que dans cet épisode-là, la transition de la paix à la guerre est faite de manière un peu trop extrême, excessive. Je pense qu'ils auraient dû prendre un peu plus de temps pour créer un build-up de l'armée qui arrive, qui est là, les navires et tout ce qui est dangereux en fait. Le fait de nous plonger direct dans l'action, je trouve que ça gâche un petit truc tout de même. Après, j'ai beaucoup aimé la scène d'action, hein, me méprenez pas là-dessus, il y a une vibe un peu Attack on Titan d'ailleurs, je trouve. J'aime beaucoup le fait qu'on a différents points de vue, que ce soit des protagonistes ou antagonistes, on change régulièrement entre les deux, on voit souvent les personnages qu'on aime, et même s'il n'y avait pas un build-up avant le début de la bataille, il y a un build-up dans la bataille. C'est-à-dire qu'il y a des monstres qui vont arriver, une abomination qui est là, Victor qu'il faut protéger, plein de nombreux ennemis qui attaquent, en même temps des armes qui font beaucoup de dégâts côté protagoniste. Ils nous ont bien installés, je trouve, géographiquement dans la bataille. T'étais quasiment jamais perdu, ce qui était une bonne chose. Il y a pas mal de décès, justement, de personnes que tu connaissais plus ou moins. Il y a pas mal de rebondissements dans le combat entre les protagonistes qui prennent beaucoup de dégâts. Le combat qui est régulièrement perdu, puis t'as Jinx qui intervient, puis il est de nouveau perdu et des choses comme ça. Je trouve qu'il y avait un vrai truc rafraîchissant, que ce soit les scènes en fumée, le côté pop rock, justement, de Jinx. Tu retrouvais un peu cette énergie du début d'Arcane, en fait. En même temps, il y a l'intrigue avec Jace et le X-Gate et Victor qui ont encore des débats philosophiques. Et justement, le fait d'avoir plein de petites histoires, plein de petits rebondissements, certes, moins inspirés, je trouve qu'ils auraient dû prendre encore plus de liberté stylistique dans la bataille. Il y a très peu de moments vraiment incroyables en termes de visuel. C'est très bien et efficace, hein, mais ça manque l'énergie visuelle et ces fameux artifices qu'on aimait bien voir dans Arcane. Là, ils sont trop littérales, je trouve, et ça manquait justement ces trucs un peu plus abstraits, plus fun, plus colorés, ou alors plus lugubres et sombres, tout en ayant justement un style un peu différent. Là, j'ai l'impression qu'ils avaient à la fois pas assez de budget, qui devait un peu rusher les choses, ou alors que c'est un choix artistique qui je trouve est un petit peu chiant pour Arcane. Parce qu'il y a des choses qui sont bien, je veux dire le combat avec Kate Mel contre Ambessa est cool, plutôt bien fait, mais très basique, très militaire quoi. Et toute considération politique de côté, Ambessa est badass, et justement le style change lorsqu'il est dans ce monde Black Rose, qui là est magnifique et beau et ça change un petit peu quoi. Le combat contre Warwick est un peu moins intéressant pour la simple et bonne raison que tu sais que toi, il n'y a plus personne dans ce corps. Tu sais qu'il est vide, même si les filles pensent encore une fois qu'il y a l'espoir de sauver cet homme à l'intérieur, mais tu vois qu'il est vide et je pense que les filles le comprennent aussi. Certes, en termes de 0G, c'est pas mal, je trouve que ça change un petit peu et c'est intéressant, même si c'est pas une scène d'action que je trouve géniale, je veux dire les scènes d'action de l'épisode 5 étaient meilleures. Et le sacrifice de Jinx par rapport à sa rédemption qu'elle voulait avoir et son épisode un peu dépressif est sympa et beau, je trouve, même si j'ai pas ressenti autant d'émotions que j'aurais aimé. On en parle dans quelques secondes de ça, mais justement quand on a ce Victor dans ce monde métaphysique qui discute avec Jace et Jace qui essaie de le convaincre, ils ont vraiment une discussion amicale hein, pour le coup, et philosophique sur l'avenir de l'humanité. Ils parlent justement des perfections, le fait que la perfection est un but à atteindre, mais la beauté de l'humanité, c'est les imperfections et le fait de vouloir atteindre ce but plutôt que la perfection en soi. Je trouve que c'est une chose intéressante. Et le fait que Jace lui montre l'avenir, que Victor l'aide et qui est du coup cette boucle temporelle par rapport aux deux et en même temps ce sacrifice qui est amical entre les deux, parce que oui, Jace se sacrifie par amitié. Je trouve que c'est beau et touchant et ça fait du bien de voir un peu un sacrifice amical entre deux hommes. C'est pas souvent que ça arrive. Mais la meilleure séquence de l'épisode et l'une des meilleures de la série, c'est évidemment la séquence avec Echo. Il a régulièrement les meilleures séquences de la série où il remonte le temps pour essayer de sauver et tuer Victor. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il décide de remonter dans le temps plus que prévu. Et la manière dont c'est animé, avec le compte à rebours qui change progressivement de seconde à seconde et qui crée un stress et un build-up assez fort, c'est génial. L'animation de ces secondes est super. Le côté métaphysique, encore une fois, abstrait, presque psychédélique de cette séquence est magnifique. Pour moi, cette séquence est une vraie réussite. Et ça conclut bien cette bataille. Je trouve que c'était un vrai climax émotionnel pour ces personnages-là. Et même la fin, je trouve qu'elle est assez douce, mine de rien. Douce amère, vu les morts qui sont là, présents, qui illuminent le ciel d'ailleurs. Je trouve que c'est un truc assez touchant. On voit qu'il y a une union avec le peuple des bas-fonds. On voit que Singed a réussi à réanimer, j'ai envie de vous dire, sa fille d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, il essaye encore, à moins que ce soit une marionnette. On voit que Mel n'a pas envie de porter le fardeau de sa mère, mais a envie quand même de continuer l'héritage. Je suis content d'avoir une fin mignonne sur une relation d'amour qui est jolie. Ça fait plaisir, surtout avec elles qui partent vers l'aventure. Et c'est ça la question qu'il faudra se poser, c'est dans quelle direction elles vont aller, même si moi j'ai pas vraiment envie de les revoir par la suite. Non pas que je les aime pas, hein, mais je pense qu'il faut fermer la porte
fort et passer à autre chose. Et le fait que The End soit affiché dans le style de Jinx, peut-être c'est une sorte de clin d'œil en mode elle est pas morte, même si moi je pense qu'elle l'est. Mais au moins ils ont la porte ouverte si jamais ils veulent la ramener un jour. Pour conclure, il faut être honnête, j'ai trouvé la saison 1 meilleure. Je pense que la saison 1 on se rapprochait vraiment de la perfection. Là la saison 2, trop d'intrigues. Fatalement, je pense qu'il manquait justement des épisodes. Je trouve qu'ils sont allés trop vite vers la fin. Il y avait trop de personnages. Ils ont un peu du mal à gérer toutes ces intrigues et c'est pour moi le plus gros souci. Et même en termes narratifs, c'est pas parfait. Et en termes de visuel, je trouve que plus tu avançais dans la saison, certes, elle était de plus en plus lourde émotionnellement, plus tu perdais un peu l'esthétique de la série qui était glorieuse durant surtout les 6 premiers épisodes. Et la première saison, c'était toute la première saison. Je trouve quand même qu'ils ont fait des économies sur la fin. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a été un peu rushée et qu'ils auraient dû avoir peut-être 1 ou 2 épisodes supplémentaires vu le nombre d'intrigues ou juste avoir moins d'intrigues. En fait, certaines intrigues donnent l'impression de les préparer pour des spin-offs plus qu'autre chose. Et moi, je suis un peu déçu que le vrai climax émotionnel soit présent dans l'épisode 6 ou 5, peu importe, comme vous voulez, plutôt que dans l'épisode 9. Genre moi, la mort de Jinx m'a pas fait tant que ça, quoi. J'ai pas trouvé ça mauvais, loin de là encore une fois, mais j'aurais dû être un peu plus ému de tout ce qui se passait dans l'épisode 9, ce qui n'était pas vraiment le cas. J'ai trouvé les épisodes précédents bien plus émouvants. Et encore une fois, je suis satisfait de cette saison 2, j'ai trouvé la fin géniale. Là où la première saison c'était maxi chef-d'œuvre, celle-ci, d'après moi, est juste excellente, ce qui est quand même très bien. Donc j'ai pas détesté, au contraire, j'ai adoré, c'est clairement l'une des meilleures séries de l'année. Mais soyons honnêtes, c'était moins bien, même si on a tous adoré. Peut-être qu'ils voulaient trop en faire avec vraisemblablement pas assez de temps. J'aurais pas eu de problème à attendre 1 an de plus s'il fallait, mais bon, c'est comme ça, c'est sorti et ça reste très bien tout de même. N'allez pas dans les commentaires me dire que j'aime pas la série ou je sais pas quoi. Mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'Encore épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.